Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce plateau. Sur la table de ces dossiers de la rédaction, deux principaux sujets. Le report des élections tel qu'annoncé par la CENI dans les circonscriptions électorales de Beni, Butembo et Yumbi. Mais aussi, nous allons parler d'un autre sujet, c'est le sommet de Brazzaville. Pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau Serge Kadima. Il est porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Et face à Serge Kadima, je ne suis pas seul, il y a Alain Boma, notre confrère. Bonsoir Alain. Bonsoir Guilain. Première question à vous, Serge Kadima. La CENI fait encore parler d'elle avec ce nouveau report, même s'il est partiel. Comment vous, au FCC, vous accueillez ces reports de la CENI, ces reports partiels dans les circonscriptions de Beni, Butembo et de Yumbi? Je pense que je n'aimerais pas aborder dans le même sens que vous. Ce n'est pas que la CENI fait parler d'elle. Les élections font parler d'elle en République démocratique du Congo. Vous savez, le président Joseph Kabila nous a engagés dans un chemin de démocratisation de notre pays. Nous sommes en train d'organiser un troisième cycle électoral. Il s'agit bien de ce cycle électoral dont tout le monde fait allusion. Encore ça vous dérange quand je dis que la CENI fait parler d'elle encore? Parce que je ne suis pas de la CENI, je ne suis pas porte-parole de la CENI, je ne suis pas habilité à parler au nom de la CENI. Mais je préfère parler des élections qui concernent tout le monde. Certes, la CENI est l'organe compétent, selon notre constitution, pour organiser les élections. Et c'est la CENI qui a des éléments techniques pour vous donner des réponses à toutes vos préoccupations. À ce que je sache, le Front commun pour le Congo, avec l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, nous sommes partie prenante à un processus qui est dirigé, coordonné par la CENI. Alors, par rapport aux raisons qui ont poussé la CENI à reporter ou à ne pas reporter les élections dans telle ou telle autre circonscription, moi, je ne serai pas mieux placé pour vous expliquer pourquoi. Mais j'ai suivi quand même un membre du gouvernement, qui se trouve être docteur Oli Ilunga, il est ministre de la Santé, expliquer pourquoi on ne peut pas organiser des élections dans, par exemple, à Beni et à Butembo. Il a dit qu'il y avait un problème sanitaire. Vous savez, quand on vous dit qu'on va utiliser des machines, ces machines seront manipulées par plus de 500 000 personnes. On ne peut pas accepter de contaminer 500 000 personnes, 800 000 personnes ou 1 million de personnes au risque de créer un jour au génocide. Alors, nous l'avons suivi, il est médecin, je ne le suis pas, je ne vois pas pourquoi je dois les contredire ici. Avant d'entrer dans le pourquoi de ce report, je voudrais faire quand même une sorte de précision. Je ne vous ai pas reçu ici comme porte-parole de la CENI. Vous êtes là comme porte-parole du candidat Shadari. Ça, c'est une chose, c'est vrai. Mais dites-nous, ça ne vous dérange pas au FCC d'aller aux élections avec plus d'1 million d'électeurs exclus du processus? Ça dérange. Ça dérange, mais c'est un cas de force majeure. Ce n'est pas la première fois. En 2006, dans notre pays, lors du premier cycle électoral, il n'y a pas eu élection à Bifalé. Ça nous avait également dérangé, mais ça n'avait pas altéré la crédibilité du processus. Ça n'avait pas altéré la qualité des élections que nous avons eues en 2006, où nous avons des gens qui pensent que c'est la fin du monde aujourd'hui. Ils étaient candidats à l'époque et ils avaient remporté les élections. On nous a dit à l'époque, d'ailleurs c'était une fierté pour nous au PPRD, que ce soit M. Moïse Katumbi, qui était bien élu en 2006. Mais pendant qu'il était bien élu, il était député du PPRD, les compatriotes de Befale n'avaient pas participé aux élections, comme tous les autres. Nous pensons que ça arrive. Vous savez, même en 2011, oui, la comparaison n'est pas raison. C'est une évidence qu'il y a un problème sécuritaire et un problème sanitaire dans ces coins de la République. C'est une évidence, c'est connu de tout le monde. Alain Boma. Oui, prenons cette hypothèse. Après les élections du 30 décembre, c'est Emmanuel Shadari qui est élu. Est-ce que vous serez... Il va l'être. Vous serez fier de vous qu'il soit élu sans Beni Butembo? Vous ne pensez pas que ça va même entacher sa crédibilité, sa légitimité? Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas entacher sa crédibilité. La question qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a combien d'électeurs sur l'ensemble de la République? Les compatriotes de Butembo, de Beni et de Yumbi, ils représentent quel ratio sur l'ensemble des électeurs? L'idéal aurait été que ces compatriotes puissent voter, l'idéal. Mais nous pensons qu'il est responsable des autorités de ces pays d'éviter à ce que les compatriotes puissent mourir en grand nombre. Et je pense que ce sont des raisons qui ont été poussées par les ministres de la Santé ainsi que le ministre de l'Intérieur pour éviter cela. Et nous pensons que c'est ça la rationalité.
Vous citez le ministre de la Santé publique. Nous l'avons suivi également il y a, je crois, moins d'un mois. Il confirmait qu'en dépit de l'épidémie d'Ebola qui sévit, on pouvait organiser les élections. Effectivement. Mais comment vous trouvez ces revirements? Effectivement, je l'ai suivi aussi. Il nous avait rassurés. C'était une bonne chose pour nous. Mais il a dit toutes les méthodes et les approches qu'ils ont essayé d'adapter pour contourner cet obstacle, malheureusement, ça ne pourra pas produire des effets escomptés. Est-ce que vous avez suivi la campagne du candidat Fayoulou de la Mouka à Béni? Il y avait beaucoup de monde là-bas. Je pense que c'est plus quand même ce qui est prévu pour l'organisation des élections. Non, je pense que la question de Béni, Boutembo, comme l'ensemble des autres questions, les élections sont régionales, les élections sont tribales. Je veux vous rassurer que de tous les candidats qui ont battu campagne, c'est lui qui a plus passé son temps avec les compatriotes de Béni et de Boutembo, c'est l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari. Je parle de l'affluence de la population. Je peux aussi vous dire que l'engouement, l'attachement et l'adhésion populaire de cette population au candidat Emmanuel Ramazani Shadari va nous faire perdre beaucoup de voix aux futures élections. Il y a des curieux qui viennent pour suivre ou voir les candidats. Vous savez, c'était pour la première fois que le candidat que vous... C'était pour la première fois pour les candidats que vous avez évoqués, que vous avez cités tout à l'heure, d'aller là-bas. Ce n'est pas curiosité que les gens voulaient voir. Vous pensez? Mais je vous dis, c'est la première fois qu'ils partent là-bas. Vous n'allez pas me contredire. C'est la première fois qu'il arrive là-bas. Les gens voulaient voir à quoi il ressemblait. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. N'oubliez pas qu'avant même qu'il se lance dans la campagne, il ne voulait pas que les gens aillent aux élections. Alors les gens voulaient voir qui est ce monsieur ici qui nous demande de ne pas aller voter avec la machine qui est prévue par la CENI. Est-ce que vous ne pensez pas que la CENI a quelque part outrepassé ses prérogatives? Bon, je veux vous rassurer. Rassurer également les téléspectateurs de B1 disséminés à travers le monde. Que la CENI reste le seul organe constitutionnel habilité à organiser les élections lorsqu'il est possible. Et dans ces pays, nous ne pouvons pas accepter qu'on organise les élections pour le plaisir de les organiser. Nous devons accepter qu'on organise des bonnes élections qui ne peuvent pas créer des génocides, qui ne peuvent pas créer un soulèvement, qui ne peuvent pas venir aujourd'hui détruire les acquis de la stabilité de nos institutions. Mais la CENI annonce le report sans l'aval de la Cour constitutionnelle. Bon, c'est comme ça que je dis qu'il serait souhaitable de faire venir ou bien d'inviter ou d'interviewer les porte-parole de la CENI. Vous analysez, mais au moins, nous analysons. Au moins nous savons que la CENI, qui est l'organe constitutionnellement établi par vous et moi, par les compatriotes de Béni, parce que la Constitution a été votée par les référendums. C'est-à-dire le peuple congolais avait souscrit et il avait donné l'attribution d'organiser les élections à la CENI. Si la CENI estime que ce n'est pas possible, parce que la CENI a été saisie par le gouvernement, n'oubliez pas. C'est le gouvernement qui avait saisi la CENI par une lettre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui lui disait qu'il y avait un problème sécuritaire et un problème sanitaire. Et ils ont examiné tous les paramètres possibles. N'oubliez pas que la CENI a un tableau de bord plus large que les tiens, plus large que les miens, plus large que celui de la Mouka ou celui du FCC pour décider sur les questions électorales. Ce n'est pas le contraire qui devrait se faire. Ce n'est pas à la CENI de saisir le gouvernement pour faire remarquer au gouvernement que nous ne pouvons pas organiser et que le gouvernement prenne ses décisions à la place de la CENI. Le ministère de l'Intérieur est en charge de la population. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurité des personnes et des biens. C'est le ministère de l'Intérieur qui doit se rassurer de la sécurité. Et lorsque le ministère de l'Intérieur, la vice-primature ministère de l'Intérieur, qui gère au quotidien des questions de la population, estime que si nous procédons de cette manière-là, nous allons créer un problème sanitaire qui va nous amener à un génocide ou qui va nous amener dans une situation ingérable. C'est comme ça que la vice-primature ministère de l'Intérieur avait saisi la CENI. Le 20 décembre dernier, la CENI avait annoncé le report des élections pour le 30. La raison, c'était qu'on ne peut pas aller aux élections sans Kinshasa. Mais comment vous analysez le fait que la CENI aujourd'hui accepte qu'on aille aux élections sans 3 circonscriptions? Bon, je ne suis pas de la CENI, je réponds. Je vais vous dire encore que je ne suis pas de la CENI. Je suis mal placé pour répondre aux questions qui sont bien orientées à la CENI. Mais je peux comprendre que les raisons pour lesquelles on disait qu'on ne pouvait pas aller aux élections sans Kinshasa, c'était un problème technique qui pouvait être résolu facilement par la CENI, par la réception des machines. Mais ici, il s'agit d'un problème sanitaire et sécuritaire que la CENI ne peut pas résoudre. Il ne s'agit pas
d'une matière qui relève de la CENI, c'est-à-dire la gestion des problèmes sanitaires, la gestion des problèmes de sécurité, il n'appartient pas à la CENI de les faire. Mais la question de réceptionner les machines, réceptionner les PV et autres indications qui relèvent de la CENI, c'est comme ça que la CENI avait préféré organiser une fois pour toutes, je pense. Une certaine opinion pense que c'est une décision politique parce que Béni Boutembo, c'est vraiment quasiment pour l'opposition. Moi, je ne suis pas ici pour répondre à une certaine opinion. Je suis en face de deux journalistes responsables des Biouran. Vous êtes respectés. Si vous me dites que sur ces plateaux, je dois répondre aux opinions de la population ou à ce que pense la population, je serai mal à l'aise. J'ai accepté de venir faire cette émission parce que je sais que je suis en face des intellectuels qui vont me poser des questions en rapport avec la réalité congolaise. Les opinions représentent ceux qui vous suivent. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un éclaircissement. Non, l'opinion pour moi, c'est la rue. Dites-moi, vous pensez ceci et comment j'ai réagi, je vais vous répondre. Le CLC dit que la CENI n'a ni qualité ni compétence de reporter ces élections de cette manière-là. Quelle est votre réaction? Bon, moi, j'ai toujours dit que si il y a des personnalités de l'opposition qui ont porté les masques qui s'appellent CLC, qui puissent enlever les masques pour qu'on puisse débattre sur des questions politiques, sur des questions de la société. Nous connaissons la position et où est penché les CLC. Nous connaissons dans ces pays. Les CLC roulent pour l'opposition. Nous pensons que l'Église catholique n'a pas de problème, ne fait pas de telles déclarations, ne tient pas de tels propos. L'Église catholique va continuer à jouer son rôle d'une église au milieu du village. Pour le reste, ce sont des structures animées par des personnes qui ont des sentiments politiques, qui ont des appartenances politiques. Et je n'aimerais pas ici faire un débat avec les gens qui ne sont pas sur le plateau. Ce report des élections à Béni, est-ce que ça ne va pas en votre défaveur? Parce que vous avez dit tantôt que le candidat Chadari a conquis vous savez, Béni. On n'a pas toujours ce qu'on veut. On n'obtient toujours pas ce que nous souhaitons. Nous aurions voulu aller aux élections avec les compatriotes de Béni, de Boutembo et de Yombi. Mais malheureusement, il y a une contrainte. Et ces contraintes sont des évidences. Il ne nous appartient pas à nous d'extirper ces évidences et ces contraintes pendant ces moments précis. À l'impossible, nul ne tenir. Nous nous inclinons à la décision de la CENI. Chadari perd, c'est une hypothèse, avec un écart de 400 000 voix. 400 000 voix que vous pouviez recueillir à Béni. Quelle sera votre réaction? En tout cas, l'option de perdre les élections n'est pas envisageable. Bercy, qui se trouve une structure de sondage proche de Moïse Katumbi, proche de la Mouka. Ce ne sont que des intentions de vote. C'est ce que j'ai dit. Oui. Lui donne favori. Avec combien de pourcents, si vous avez suivi? Avec 54%. Nous disons que c'est faux. Il ne peut pas avoir 54%. Regardez le déroulement de la campagne. L'honorable Chadari a fait 26 provinces par rapport à M. Félix Tshisekedi qui a fait 12 provinces. M. Fayoulou a fait 13 provinces. Nous avons fait... Est-ce qu'ils avaient tous le même moyen? Est-ce qu'ils avaient tous les mêmes avantages? Vous savez qu'il y a dans certaines villes où le candidat Lamouka n'a pas pu battre campagne. De la même manière, je vous rappelle, parce que les gens ont une mémoire courte. En 2006, à Kananga, la population a refusé que le président Kabila descende et batte campagne là-bas. Le président s'est limité à l'aéroport. Il a dit son message à l'aéroport. Vous parlez de la population, mais là, on a vu les forces de l'ordre qui s'attaquent. Quelle force de l'ordre? Je vous informe que le candidat, l'honorable Emmanuel Ramazan Chadari, il devait faire tous les Bandundu, c'est-à-dire l'ancienne province du Bandundu. Il arrive à Kenge, le gouverneur de Inongo l'appelle pour lui dire qu'il y a une tension au sol, vous ne pouvez pas atterrir ici. Ça ne l'a pas empêché, malgré qu'il est dans la majorité présidentielle, ça ne l'a pas empêché de s'incliner à la décision de l'autorité provinciale. Il a quitté les Bandundu pour aller à l'est de la République. C'est vers la fin de sa campagne qu'il est allé à Kenge. Vous avez des images, vous allez voir comment il s'est comporté. De la même manière que si un gouverneur d'une autre province estimait que le candidat de la Mouka ou Fachivite, comme vous l'appelez, ne pouvait pas arriver par rapport à la tension qu'il y avait sur le terrain, il devait s'incliner. Nous, on n'a jamais fait du bruit là-dessus. On n'a jamais politisé cela. Il y a deux provinces où on a interdit à mon candidat, l'honorable Emmanuel Ramazan Chadari, de descendre parce qu'il y avait une tension sur le terrain. Et je pense qu'en bon républicain, il a suivi l'itinérance. Il ne s'est pas laissé influencer par ce que vous appelez l'opinion. Il ne s'est pas laissé influencer par la population. Comme un bon leader, il a continué, il n'a pas été perturbé. Il a fait 26 provinces.
26 chefs-lieux, il a fait des territoires. C'est le seul candidat qui est allé jusque dans les Congos profonds. Il est arrivé à Bunia, il y a une forte population là-bas, il y a des électeurs. Il est allé à Aru, il est allé à Mahagi, il est allé dans les Congos profonds, il est arrivé à Isiro, les autres ne sont pas arrivés là-bas, les autres se sont limités dans les chefs-lieux. Et quand vous prenez toutes les personnes qui ont conféré avec lui pendant la campagne, partout où il est parti, ce sont des électeurs potentiels. Il a fait tout l'Est, les coins, les recoins. Et quand vous regardez en termes de population enrôlée, l'Est représente un grand nombre et nous pensons que pour cela, même les sondages, malgré qu'on le donne favori par Bercy qui est proche de la MOCA, nous allons refuser si c'est cela. Chadar ici, il fait moins de pourcentage, ça sera plus de 70%. Vous êtes aussi prêt à contester les résultats apparemment? Oui, mais si on nous donne moins de 50%, on ne va pas accepter. Regardez bien, les 3 candidats qui étaient en vue, Félix Tshisekedi, il n'a pas pu faire même 15 provinces. Mais lui, il a fait 26 provinces. Est-ce que pour gagner les élections, il faut forcément faire toutes les provinces? Pour gagner les élections, il fallait vers les électeurs, présenter son programme. Regardez bien, pendant la campagne, les autres étaient là pour s'insulter, pour se lancer des colibés. Mais lui, il est allé vers les électeurs pour présenter son programme. Et c'était le programme qui a été accepté. Oui, mais parce qu'il est je peux allé vous rappeler vers... quelque chose. Vous savez que le candidat du PALU en 2006, oui, en 2006, il n'a fait aucune province, mais il a été classé 3e, je crois. Non, il n'a pas été classé 3e. Est... Je vous ai dit que les élections sont tribales, régionales, sentimentales aussi. En fait, c'est pour répondre à votre préoccupation. Non, c'est pour vous dire que les candidats du PALU, mais être élu. Les candidats du PALU avaient eu l'essentiel des voix dans les provinces après, les provinces du Bandundu et la province du Bas-Congo, ainsi qu'une grande partie de nos compatriotes de Kinshasa. Vous ne sentez pas qu'il y a une soif du changement quand vous avez fait la tournée? Vous ne sentez pas cette soif du changement? Or, vous avez un candidat de la continuité. Non, mais c'est ça le problème avec vous. Ici, quand on parle de la continuité, je dois faire remarquer qu'il s'agit bien du président Joseph Kabila qui trouve un pays qui n'avait pas de cadrage macroéconomique, mais qui a construit ce cadrage macroéconomique. Il a construit une fondation du développement, une fondation économique. Le président Kabila trouve ce pays déchiré en 4, divisé en 4. Il a réunifié le pays. Il a organisé des élections. Le président Kabila s'impose avec l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari comme chef de tous les élus du PPRD au niveau de l'Assemblée nationale, comme patron de tous les élus de la majorité présidentielle. Il a entamé des réformes. Il y a des réformes qui doivent atteindre la maturité. Quand nous disons la continuité, c'est d'abord des personnalités différentes. Emmanuel Ramazan Shadari arrive, il trouve que le président Kabila a réunifié le pays, il a construit les cadrages macroéconomiques, il a ramené tous les indicateurs au vert, il trouve que le président Kabila a promulgué les codes miniers, par exemple. Et ces codes miniers est en train aujourd'hui d'atteindre sa maturité et déjà en 2019, il va produire les effets. La continuité, c'est-à-dire exécuter ces codes miniers. Et lorsqu'on va l'exécuter, il donne plus d'avantages aux compatriotes, il va améliorer les recettes de l'État et on aura suffisamment de moyens. Ça. Le peuple ne comprend pas tout ça. Non, c'est vous qui relayez une certaine opinion qui pense que le peuple ne comprend pas. Le peuple congolais n'est pas deep. Le peuple congolais est construit et bien instruit. Le peuple congolais comprend que la loi sur la sous-traitance sera favorable pour la création d'une classe moyenne. La loi sur la sous-traitance donne plus des intérêts et d'avantages aux compatriotes et cela va améliorer les vies quotidiennes de la population. Le peuple congolais sait qu'il y a une loi sur la libéralisation du secteur des assurances qui va produire des effets, qui va atteindre sa maturité bientôt. Le peuple congolais sait qu'on a besoin de l'énergie. Il y a les projets INGA 3 avec 14 milliards de dollars. C'est un projet qui est déjà conclu. Déjà en 2019, avec l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari, nous allons l'exécuter, nous aurons de l'énergie, nous allons améliorer les minoteries locales. Il a dit pendant la campagne, nous allons construire l'agro-industrie dans ces pays, on va résoudre les problèmes de la famine. Ça sera la meilleure façon de résoudre les problèmes sociaux. Le peuple congolais sait qu'il y a une loi sur les hydrocarbures. Et si cette loi est appliquée, nous allons améliorer nos vies quotidiennes de la population. Le peuple congolais sait que c'est que l'honorable Emmanuel Ramazan a dit pendant sa campagne. Moi, président de la République, avec votre faveur, je mets les gens en prison. Et mettre les gens en prison, on va mettre fin au coulage des recettes de l'État. L'État aura suffisamment de moyens pour améliorer les conditions de nos compatriotes. Alain Boma. Oui, comment vous gérez cette période entre la clôture de la campagne électorale et les élections, le 30 décembre? Nous avons accepté cette décision de la CENI, parce que c'est la CENI qui est habilitée à organiser les élections. C'est la CENI qui avait convoqué les corps électoraux. Pendant cette période, au Front commun pour le Congo, nous avons des partis qui sont très bien structurés. Nous sommes
bien implantés dans les Congo profonds. Nous continuons nos réunions quotidiennes au niveau de nos partis politiques. Nous conférons avec nos membres, nos militants, nos cadres. Cela nous permet de garder à l'esprit que l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari... Vous ne craignez pas que les indécis puissent finalement opter pour l'autre camp ou bien non, pour les c'est autres très candidats? difficile. L'écart est tellement énorme. L'écart est tellement énorme qu'on n'a aucune crainte dans cette matière-là. L'écart est tellement énorme. L'honorable Emmanuel Ramazan Shadari est allé vers les électeurs. Avoir fait 26 provinces, 26 chefs-lieux et plusieurs territoires, et même les Congo profonds, en tout cas les Caps, il y a vraiment un écart, et cet écart ne sera jamais récupéré. Même si la CENI avait accordé 1 mois de sursis, personne ne pouvait égaler l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari. Permettez-moi que je revienne sur la question du report partiel des élections. Il y a eu des mouvements à Beni, à Butembo, aujourd'hui même. Comment vous analysez ça, la colère de cette population qui refuse d'être exclue des élections? Non, il ne faut pas confondre... Je vous pose cette question parce que vous avez besoin de faits, apparemment. Il ne faut pas confondre l'expression de 5 personnes acquises. Vous avez compté sur les images? Non, c'est une façon de parler. N'oubliez pas que lui-même, le candidat de la Mouka, lorsqu'il avait été désigné, il avait une mission. Je n'aimerais pas citer le nom de l'hôtel. Nous savons dans quel hôtel de la Gombe où se tiennent des réunions La politique est dynamique. Pour préparer la contestation. Oui, mais la politique est dynamique, on peut changer d'opinion. Il n'y a pas encore d'élection. Comment vous allez préparer les contestations? Ils sont autour de certains ambassadeurs, de certaines personnalités qui viennent de l'Union européenne, pour préparer la contestation, pour préparer la population au soulèvement. Malheureusement, ils sont en train de voir déjà une sorte de tricherie ou bien de fraude. Oui. Peut-être qu'ils le voient déjà. Non, écoutez, déjà avant même la campagne, avant même que la CENI annonce les reports partiels ou total des élections, déjà à Genève, vous avez suivi les candidats de la Mouka? Il sera candidat pour 2 ans. Quelle est cette constitution qui donne qu'on sera président de la République pour 2 ans? Ce sont des gens qui ont un calcul pour détruire ce pays. C'était un accord privé, non? Ça n'engage pas l'État. Ils ont dit qu'il sera président pour 2 ans. Le président pour qui et pour quel pays? La République démocratique du Congo, la constitution est claire. La constitution parle d'un mandat de 5 ans renouvelable. Déjà, nous n'allons pas accepter les élections. Je demande à la population d'aller dans les bureaux de vote, exiger les papiers pour écrire les noms. Ça, c'est une entorse, c'est contre la Constitution. Ce sont des gens qui sont dans un schéma au service des impérialistes, au service des personnes qui ne veulent pas la paix dans ces pays, au service des personnes qui n'ont pas accepté qu'on puisse réviser les codes miniers, au service des personnes qui veulent nos richesses, mais qui ne sont pas préoccupées par la santé et par l'amélioration du vie quotidien de la population. Heureusement que la population dans son ensemble l'a déjà compris. Et c'est la population qui va barrer, qui va faire échec à ces plans-là. Puisque nous parlons de la coalition Lamouka, vous savez qu'ils ont appelé à une ville morte pour ce vendredi 28 décembre. Quelle est la réaction du FCC? Non, la réaction est que si vous voulez bien, vous pouvez m'inviter sur ce plateau demain soir ou après-demain. Nous allons échanger avec vous. Je vous dirai que la ville n'était pas morte. Les gens travaillaient normalement, les gens votaient normalement. Ça prouve une fois de plus qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ça prouve que le candidat de la Mouka, ce n'est pas un candidat pour les élections. C'est un candidat pour servir les intérêts des impérialistes. C'est un candidat pour être inclusif. Il y aura bel et bien les élections au 30 décembre. Nous sommes préparés pour aller aux élections. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes déplacés dans les 26 provinces avec l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari pour solliciter la faveur du peuple congolais. C'est parce que nous croyons dans les procès électoraux. C'est parce que le président Joseph Kabila a la mesure des élections. C'est parce que l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari a la mesure du fait qu'il faut restituer les pouvoirs au peuple congolais pour que celui-ci décide. C'est l'occasion. On a beaucoup parlé au nom du peuple congolais, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité. Maintenant, le peuple congolais va s'exprimer à travers les urnes. Et ça sera le 30 décembre. Les gens qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection, ils seront déçus. Les gens qui veulent faire le jeu des impérialistes, des gens qui ont pillé ces pays, les gens qui ont détruit, qui ont déstabilisé notre pays, ils seront déçus parce qu'ils vont rencontrer la population qui va barrer, qui ne va pas accepter que ces jeux-là puissent être réalisés dans ces pays. On va prendre le deuxième sujet de cette émission, c'est le sommet exceptionnel qu'il y a eu à Brazzaville sur la situation en République démocratique du Congo. Les RDC était absente. Vous comprenez ça? Bon, écoute, est-ce que le problème c'est au niveau de la forme ou du fond? Non, nous on n'a pas compris. On ne comprend pas. Vous savez, du point de vue géographique, la République démocratique du Congo est un grand pays qui joue un rôle stratégique. C'est pratiquement le seul pays en Afrique qui a 9 voisins. Et on ne peut pas concevoir
que des personnalités, quel que soit leur rang, puissent se réunir pour parler de la République démocratique du Congo sans la République démocratique du Congo. La RDC était invitée, c'est ce qu'on a appris. Non, la RDC a été invitée en dernière minute et ce n'est pas comme ça que ça se passe. En relation internationale, il y a des principes, il y a des règles qu'il faut respecter. Et nous pensons, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas quelle a été la motivation, mais nous considérons que la République démocratique du Congo a des autorités qui ont été établies par le peuple congolais au regard des dernières élections. Et ce sont les électeurs, ce sont des Congolais qui désignent qui va les engager. Qui va parler au nom de la République démocratique du Congo, qui va parler au nom du peuple congolais. Ce qui s'est passé, nous considérons que c'est une entreprise privée qui n'engage pas l'ensemble de la population. Les préoccupations de ces 9 voisins de la RDC, vous ne trouvez pas que c'est logique? Parce qu'une fois qu'ici ça barde, les conséquences vont Ce ne sont aller pas les 9 au-delà pays de qui nos étaient là-bas. frontières. Ce ne sont pas les 9 pays qui étaient là-bas. Mais la RDC fait partie de la SADC et de la CIRGL. Oui, on n'a pas été informé ou invité conformément à la procédure reconnue dans les relations internationales. Et je vous dis, ce qui s'est passé là-bas, c'est une entreprise privée. Les questions qui doivent lier l'avenir de ces pays doivent être discutées avec les autorités de ces pays. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons des institutions issues des élections. Et pour le reste, je ne sais pas comment commenter, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a que les organisateurs qui savent la motivation profonde. Vous avez quand même lu le communiqué final. Je n'ai pas lu. Bon, si vous n'avez pas lu, je peux vous en faire la quintessence. Les chefs d'État qui ont pris part à ces assises réaffirment leur volonté de soutenir la RDC dans ces élections. Ils ont même produit un communiqué qu'ils devront remettre au chef d'État. Une délégation doit venir ici à Kinshasa pour remettre au chef de l'État. Ça vous rassure quand même, parce que là, il y a un communiqué, les conclusions qu'on vient remettre au président Kabila. Ce qui me rassure, moi, c'est la détermination du président Joseph Kabila, qui a dit lors de son adresse devant les congrès, c'est ce que lui reconnaît la Constitution, que le processus démocratique est irréversible en République démocratique du Congo. Et il est en train de démontrer cela. Irréversible au 23, mais nous allons vers le 30. Le processus électoral est irréversible en République démocratique du Congo. Et ce qui est vrai, c'est que dans 2 jours, nous aurons des élections. Le peuple congolais va s'exprimer, il va décider, il va donner la faveur à qui il veut. Et je suis convaincu que ce sera l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari. Est-ce qu'on peut encore parler d'ingérence, par exemple, sur ce qui s'est passé à Brazzaville? Je vous dis que ce qui s'est passé à Brazzaville, il n'y a que les organisateurs qui savent les raisons profondes, mais pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, le peuple congolais est souverain et dans la souveraineté du peuple congolais, sinon le peuple, la population avait élu qui va les représenter à toutes les instances, nationales comme internationales. En relation internationale, il y a des principes. La République démocratique du Congo n'était pas associée en amont dans ce qui s'est passé à Brazzaville et nous considérons que nous sommes dans un processus démocratique. Nous concentrons notre énergie pour que le processus se passe dans toute quiétude. Est-ce que vous soupçonnez une sorte de complot de nos frères voisins? Moi, je ne suis pas dans les complots. Est-ce que je suis pas dans les ce n'est pas une sorte d'isolement que vous cherchez? Non. Écoutez, comment vous pouvez dire qu'on cherche l'isolement? Je pense que là, nous sommes en train de parler des questions qui concernent les relations internationales. Je vous dis qu'en amont, parce que c'est une réunion, entre guillemets, qui parlait de la République démocratique du Congo, il fallait qu'on associe les autorités congolaises selon les principes existants. Alors, parce que ça n'a pas été le cas, il n'y a que les organisateurs qui peuvent vous dire les motivations profondes. Mais pour le reste, en République démocratique du Congo, nous sommes ouverts. Nous traitons, nous sommes en harmonie avec toutes les organisations auxquelles nous sommes membres, avec toutes les structures qui collaborent avec nous, conformément aux principes et dans le respect. Pour le reste, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ensemble, nous allons découvrir dans les jours qui viennent, il s'agissait de quoi ou c'était quoi la motivation. Dans les jours qui viennent, certainement avec ces délégations qui arrivent à Kinshasa pour remettre les conclusions au chef d'État, on pourra savoir de quoi il s'agissait exactement. Alors nous chutons déjà. Dites-nous, dans ces climats, le climat qui semble être tendu, je ne sais pas si vous le remarquez. Non. Ah, vous ne le remarquez pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à des élections le 30 décembre apaisées? Je pense qu'avec l'ensemble de la population qui est prédisposée à aller aux élections, il y aura des élections, sinon les processus vont se terminer dans un climat apaisé. Je peux vous rassurer. La preuve est que lorsque vous regardez la campagne du candidat Emmanuel Ramazani Shadari, aucun incident. Aucun incident. On n'a enregistré aucun incident. On a respecté les consignes des gouverneurs. Lorsque le gouverneur nous disait de ne pas atterrir parce qu'il y avait des tensions,
ont changé de Les gouverneurs destination. sont du FCC, C'est-à-dire vous que, savez. oui, tous Tous les les gouverneurs sont du gouverneurs. FCC, mais ça n'a pas interdit aux C'est gouverneurs, plus pour les facile citer, pour vous Gentilini de Ngoubila, savoir qu'est-ce qui de se nous- passe là-bas. C'est plus facile pour vous d'être sécurisé. C'est plus facile pour Ce n'est vous. pas une entorse. Ce n'est pas contre la loi. Il n'est pas interdit à un gouverneur d'appartenir à un camp politique. Il n'est pas interdit à un gouverneur de soutenir un candidat de son choix. Je peux aller même loin. Le président Obama, président en exercice, il a soutenu Hillary Clinton. On l'a vu au meeting de Clinton. C'est la démocratie. Oui, mais c'est un obstacle pour les adversaires. Non, ce n'est pas un obstacle. Un gouverneur peut se décider de barrer la route à la campagne des Je autres vous dis adversaires. que le gouverneur Gentilini Ngoubila, il est du PPRD. Avant d'être du FCC, il est du PPRD. Il a appelé mon candidat, l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari, pour lui dire « Ne venez pas, parce que je dois d'abord régler les problèmes de la tension sur le terrain. » Et l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari s'est plié, il a changé de destination. Il s'est limité à Kenge, il est allé à l'Est de la République, il a continué paisiblement sa campagne. Il n'a pas fait une conférence de presse pour politiser cela. Il n'a pas fait des activités politiques pour se donner un peu du volume, comme l'ont fait les autres candidats. Donc nous pensons que nous devons rester républicains. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas un article de la Constitution qui interdit à un membre du gouvernement, à un gouverneur ou à un député ou un membre d'une institution d'appartenir à un camp politique. Il n'y a pas une disposition qui interdit cela. Et parce que ce n'est pas interdit, donc ce n'est pas une entorse. Au cas où Emmanuel Ramazani Shadari n'était pas déclaré vainqueur, vous êtes prêt à faire l'opposition? Je ne ferai pas l'opposition parce que je peux vous rassurer que c'est la campagne qui présage la suite. Je suis fier d'être du Front commun pour le Congo. Je suis fier d'être porte-parole de l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari. Regardez mon sourire. Regardez comment je suis habillé. Je suis porte-parole d'un candidat qui a fait la campagne de bout en bout, qui a fait la campagne dans 26 provinces, qui est allé dans les Congos profonds. J'étais fier de voir le candidat Emmanuel Ramazan Shadari aller solliciter la faveur de nos compatriotes de Bunia, où il y a beaucoup d'électeurs là-bas. J'étais fier de les voir à Aru, de les voir à Isiro, de les voir à Mahagi, de les voir partout là-bas. Il est arrivé même dans la province de Lumumba, là où les autres ne sont pas arrivés. Il est arrivé à Sankourou. Vous l'avez vu, vous avez vu les images. Il est allé à Lomami, où les autres ne sont pas arrivés. C'est-à-dire que nous nous sommes bien préparés, on a très bien fait la campagne pour gagner avec plus de 60% des voix. Et je ne pense pas que même les compatriotes, c'est comme ça même qu'ils sont entrés déjà dans le jeu pour commencer déjà à préparer la contestation, parce qu'ils ont été essoufflés. C'est une expression de gens qui étaient essoufflés. L'honorable Emmanuel Ramazan Shadari a très bien battu campagne et nous sommes fiers de l'avoir accompagné dans cette campagne. C'est votre assurance qui me fait dire que les élections, après les élections, il y aura certainement beaucoup de contestations parce que vous n'êtes pas prêt à accepter le verdict. Mon assurance si votre part candidat des évidences. Vous n'êtes pas prêt. Chaque compatriote, mes assurances partent des assurances. Les mêmes assurances se trouvent dans tous les autres camps. On organise les élections, c'est pour dévoiler votre programme. Qu'est-ce que vous allez faire si jamais vous passez? Il y a plusieurs canaux pour dévoiler les programmes. On peut le faire en allant sur terrain, mais aussi à travers le média. L'honorable Emmanuel Ramazan Shadari a publié solennellement son programme devant la presse nationale et internationale, devant les acteurs politiques et les membres de la société civile. Ici, en République démocratique du Congo, il était ouvert aux questions. Après cela, il y a eu la campagne, il est allé avec son programme. Il a commencé à expliquer et chaque province avait une spécialité, une spécificité. Et il a conféré avec ses compatriotes. Nous avons eu des répondants, nous avons eu des réactions. Ce sont ces réactions-là, c'est cette chaleur, ces contacts-là, du corps à corps, avoir fait les contacts de bout en bout, qui nous rassurent de la victoire. Et sinon, on n'allait pas prévoir la campagne dans les calendriers d'un procès électoral. On le prévoit, c'est pour aller vers les électeurs. Nous sommes allés vers les électeurs. Nous sommes allés au contact des électeurs. On a dévoilé les programmes. Ils étaient émerveilleux de voir ce que l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari a promis par rapport aux problèmes des entités, par rapport aux problèmes des circonscriptions, par rapport aux problèmes des provinces, aux problèmes des chefs-lieux. Et je pense que cela nous rassure. Pourquoi vous ne voulez pas que je sois rassuré sur des évidences? Si, je suis d'accord avec vous, sauf que je me dis, si les résultats ne sont pas en faveur de votre candidat, vous n'allez pas accepter les résultats des urnes. Je vous dis que le peuple congolais, c'est un peuple qui réfléchit, c'est un peuple intelligent. Et le peuple congolais va refléter ce qui s'est passé pendant la campagne. Le peuple congolais sait qui l'a considéré et qui ne l'a pas considéré. Les élections ne se passent pas seulement dans les chefs-lieux. Vous savez, Bunia,
Bunia est peut-être plus important, est plus important que d'autres provinces. Lorsque vous avez 26 provinces, au lieu de faire la campagne sur 26 provinces, vous vous limitez à 10 ou 12 provinces. Vous vous attendez à quoi? Déjà que dans les provinces où vous êtes passé, vous n'êtes pas sûr d'avoir les 100% des voix. Même si nous allons par logique simple pour dire, bon, on va se diviser les voix. Mais alors, sur l'ensemble de la République, vous n'êtes pas arrivé. Vous vous manquez de qui? Nous avons un respect profond pour nos compatriotes qui sont dans les Congos profonds. Nous sommes avec eux. L'honorable Emmanuel Ramazan Shadary connaît leurs problèmes. Et pendant la campagne, il a répondu à leurs préoccupations. Il a fait des promesses de campagne qui sont basées sur les 4 axes de son programme. Et il va les réaliser. Je considère que c'est votre interprétation des choses, mais vous parlez trop de Emmanuel Ramazan Shadary. Je comprends, vous êtes le porte-parole. Faites-nous le bilan de sa campagne parce que vous étiez avec lui. Est-ce que tout s'est bien passé? Faites-nous une sorte de bilan un tout petit peu. En tout cas, l'honorable Emmanuel Ramazan Shadary est parti de l'ex-province du Katanga. Partout où il est passé en campagne, il n'y a pas eu d'incident. L'avantage qu'il a eu sur les autres, c'est quelqu'un qui connaît bien les Congos, pour avoir fait son parcours linéaire dans la territoriale, pour avoir été au cœur de plusieurs lois au niveau de l'Assemblée nationale. Et il sait les problèmes spécifiques de chaque coin de la République démocratique du Congo. Il a été, je vais vous donner un exemple banal. Son dernier passage à Chikapa, la population de Chikapa était surprise d'apprendre que l'honorable Shadary sait que le plus grand problème de cette population, c'est les routes. Il faut créer la connexion entre Chikapa et la route qui va vers l'Angola parce qu'il y a des volumes d'activité par là. Il a promis d'éclairer la ville. Il a promis de s'épancher sur le problème de l'emploi des jeunes. Lorsqu'il arrive, je prends l'exemple, à Lubumbashi, il a été accueilli comme un roi par rapport à ses promesses de campagne. Les codes miniers, ça intéresse l'ensemble de la République démocratique du Congo, mais en premier lieu, les compatriotes de l'Est province du Katanga. Quand il dit que je vais appliquer les codes miniers, c'est parce que les compatriotes de là savent que l'actuel code minier donne plus d'avantages et d'intérêts à nos compatriotes. Et cela est avantagé à l'amélioration des recettes de notre pays. Quand il parle de la loi sur la sous-traitance, c'est au Katanga où il y a plus d'entreprises minières. Et la sous-traitance, c'est qui? Ce sont les compatriotes. Ce sont des frères et sœurs qui vivent là-bas, qui vont créer des petites entreprises de sous-traitance, qui vont créer, constituer la classe moyenne. Ils vont contribuer à l'État. Et l'État aura suffisamment de moyens pour améliorer les systèmes éducatifs, les systèmes sanitaires et les systèmes éducatifs. Et la croissance va être favorable, même aux pauvres, en créant des filets de protection. Lorsque l'honorable Ramazan Shadary, par exemple, lorsqu'il est passé en Mbuji-Mayi, où il a promis de désenclaver la province, il a promis de relancer la MIBA. Ça, ce sont des choses concrètes que la population attend. Ce n'est pas de la démagogie, ça. C'est du déjà entendu, non? Ce n'est pas du déjà entendu. Je vous rassure. Je vous rassure. Que regardez bien. L'honorable... Vous savez qu'il y a généralement un écart entre le dire et le faire. Oui. Nous appartenons à un camp politique qui est champion de réalisation. Avec un président de la République, Joseph Kabila, en 2001, le 21 janvier, il promet 3 choses essentielles. À Mbuji-Mayi. Lorsqu'il prêtait serment, il a promis 3 choses essentielles. C'est pour vous dire que nous appartenons à un camp qui réalise les promesses. Il avait promis de réunifier le pays. Aujourd'hui, notre pays est réunifié. Le président Kabila avait promis de relancer l'économie. Il avait trouvé l'hyperinflation. Il avait trouvé un cadrage macroéconomique inexistant. Il a créé ce cadrage macroéconomique. Il a trouvé un budget de moins de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, je vous rassure que la loi des finances 2019 est déjà publiée avec un budget de 5 milliards 700 millions de dollars. Vous voyez d'où l'on vient et où est-ce que nous allons. Le président Kabila avait promis... a eu des difficultés pour établir l'autorité de l'État dans l'Est, notamment à Béni. Ça, vous le dites pas. Il a promis d'organiser les élections et là, nous sommes en train d'organiser le 3e cycle électoral. Par rapport à la question de Béni, l'honorable Emmanuel Ramazan Shadary, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il avait placé son Kijéo. Il avait 2 Kijé essentiels. Il y avait un Kijé qu'il avait placé au Kasaï. Il a résolu le problème de Kamoué Nansap. C'est un héros au Kasaï. Et il sera récompensé pour ça lors des élections. Nous parlons de Béni. Son 2e Kijé, c'était à Béni. Et les résultats? C'est un problème que nous avons décrit. Ce n'est pas les jours où on a détruit les 2 tours jumelles aux États-Unis qu'on avait résolu le problème de Ben Laden, qu'on avait résolu le problème du terrorisme. Le problème des terroristes, aujourd'hui, c'est un problème qui préoccupe le monde. C'est une question de la société, ça préoccupe tout le monde. Nous ne sommes pas fiers de ce qui se passe à Béni. Il y aura des mesures idoines, des mesures adéquates qui seront mises ensemble avec la population de Béni pour que cette population
qui doit recouvrer la paix comme moi, comme toi, comme tous les autres compatriotes qui nous suivent, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari va se pencher là-dessus. Là, ça ne sera là-dessus. plus la continuité, ça sera une rupture. Nous allons faire la continuité de Kadima, ce qui est positif et de rectifier ce qu'on n'a pas pu faire. C'est une œuvre humaine. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans ces pays. Je vous ai dit, nous sommes partis d'un budget de moins de 500 millions de dollars à un budget de 5 milliards 700 millions de dollars. Je vous dis, dans ces pays, on n'avait pas la culture de la croissance. Mais nous avons eu une croissance qui a rendu notre économie résiliente. Le monde entier a connu une crise en 2008, la crise des subprimes. Et cette crise a secoué les économies du monde. Notre économie a résisté parce qu'il y avait un homme qui avait fait des choix stratégiques, économiques et politiques qui s'appelle Joseph Kabila. Et l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari viendra améliorer ce qui n'a pas pu être fait pendant 17 ans. Et quelles sont les faiblesses de 17 ans de règne de Joseph Kabila que Emmanuel Ramazani Shadari va éviter à tout prix? Le président Joseph Kabila a dit, j'ai besoin de 15 collaborateurs. Le président Kabila a dit, lors de sa dernière conférence de presse devant la presse internationale, que je n'ai pas pu changer l'homme zaïrois et cette mentalité. C'est comme ça que vous voyez l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, partout où il passe, il dit qu'il va arrêter les gens. Il va mettre fin. Il va arrêter et les corrupteurs et les corrompus. Il a dit qu'il mettra fin au coulage des recettes de l'État. C'est-à-dire que si on avait mis fin au coulage des recettes de l'État, on allait passer peut-être de moins de 500 millions de dollars, le budget que le président Kabila avait trouvé en 2001, à peut-être 15 milliards ou 10 milliards là. Mais l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari viendra s'inscrire dans la continuité de ce qui est positif et ce qui est négatif. Il est dit, on va arrêter les gens. Et je vous ai dit que ce sont deux personnalités différentes. À part la lutte contre la corruption, quelle autre faiblesse? Je vous dis qu'on va mettre fin au coulage des recettes de l'État. Et lorsqu'on va mettre fin au coulage des recettes de l'État, ça va permettre à l'État d'avoir suffisamment de moyens. Comme partout au monde, les principales recettes d'un État, pour faire fonctionner un État, c'est par des régies financières, par la fiscalité et la parafiscalité. Et lorsqu'on mettra fin au coulage des recettes de l'État, l'État aura suffisamment de moyens pour financer en grande partie le programme, sinon les 86 milliards promis dans les programmes de l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari. Nous comptons également sur des partenariats publics-privés, notamment les projets INGA 3 qui voient au-delà de 14 milliards de dollars. Il y a les projets SICOMINE avec 4 milliards de dollars et d'autres projets qui cadrent avec les partenariats publics-privés. Évidemment, lorsqu'on mettra fin au coulage des recettes de l'État, nous aurons suffisamment de moyens parce que nous sommes un pays potentiellement riche. Nous avons un potentiel fiscal, un potentiel budgétaire, un potentiel économique, un potentiel forestier, un potentiel touristique. L'honorable Emmanuel Ramazani Shadari l'a dit et nous pensons que c'est possible. C'est possible d'améliorer le vie quotidien de la population avec l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari. Mais sur le plan de la corruption, comment la population peut encore faire confiance au régime en place lorsque nous savons que vous avez difficile, par exemple, à répondre aux dénonciations du conseil spécial de Luzolo-Bambi l'État en matière de blanchiment d'argent. Vous avez difficile à répondre à toutes ces dénonciations. Comment on peut vous faire confiance aujourd'hui lorsque vous dites que Shadari mettra fin à la corruption? Vous savez que même lorsqu'il y a dénonciation, la personne qui est dénoncée jouit de la présomption d'innocence. Je ne veux pas entrer dans les principes juridiques. Il peut être interpellé d'abord. Il peut être interpellé, beaucoup ont été interpellés, beaucoup ont été arrêtés. Dans ces pays, malgré que les différents gouvernements, depuis les premières élections de 2006, c'est nous qui sommes majoritaires au niveau du Parlement, mais il y a des ministres qui ont été démis de leurs fonctions pour avoir été arrêtés en flagrant, pour s'être compromis de l'exercice de leurs fonctions. Il y a des mandataires qu'on a arrêtés, il y a des mandataires qu'on a fait partie. Mais l'honorable Emmanuel Ramazani met un accent là-dessus. Démis des fonctions au Parlement. C'est un expert au Parlement congolais. Oui, lorsque le Parlement fait une recommandation au gouvernement pour qu'un mandataire soit suspendu, un mandataire soit déféré devant les instances judiciaires, ça a été fait. Il n'est pas dit forcément qu'il fallait que... Vous pouvez citer un seul nom, M. Kadima. Il y a eu beaucoup de remaniements dans ces pays. Seulement. Il y a eu beaucoup de remaniements dans ces pays. Vous connaissez les dossiers du FPI. Le DG Mbengele est parti à la suite d'une recommandation du Parlement. C'est connu de tout le monde. C'est passé même sur Bureau, nous avons suivi. C'était à la suite d'une recommandation d'une commission d'enquête du Parlement. Il y en a beaucoup de cas. Je ne suis pas ici pour commencer à citer tous ces cas-là. Mais dès lors à l'Assemblée nationale, on avait l'impression que les députés de la majorité. Vous voulez me contredire qu'il y a eu des recommandations qui demandaient qu'on change de DG? Shadari en tête, protéger les ministres qui étaient interpellés, qui vous étaient sous des motions de défiance. Je vous ai dit que j'étais en face des journalistes spécialistes. Vous voulez me dire que vous ne savez pas
qu'il y avait une recommandation de l'Assemblée nationale qui demandait qu'on puisse faire partie du comité de gestion. Un cheveu dans la soupe. Bon, un cheveu dans la soupe, vous reconnaissez cela. Mais je vous dis, ce qui est plus important, c'est que le président de la République, l'autorité suprême, devant la presse internationale et nationale, il a dit « Je n'ai pas pu changer la mentalité zaïroise ». C'est un échec. L'honorable, écoutez, échec. il est modeste. Il est modeste. Il y a beaucoup de réalisations, il est modeste. C'est un chantier parmi tant d'autres, mais si celui-là n'a pas connu un succès, l'honorable Emmanuel Ramazani vous dit il va arrêter et les corrompus et les corrupteurs. Ça sera la meilleure façon de mettre fin à la mentalité zaïroise, de se servir au lieu de servir les autres. Monsieur Serge Kadima, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un mot d'espoir à quelques jours des élections, un mot d'espoir adressé aux millions de Congolais qui nous suivent? Aux millions de Congolais qui nous suivent à travers votre chaîne, je veux dire que les élections sont organisées pour le peuple congolais. Les élections ne sont pas organisées pour les acteurs politiques. Les élections sont organisées pour, effectivement, restituer le pouvoir au peuple congolais. C'est une considération. Et pour cette considération, il y a un candidat qui s'appelle l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, qui a enlevé la veste, qui a enlevé sa cravate, qui est allé vers cette population, qui s'est mis au même niveau avec la population pour commencer à défendre son programme, point par point. Il a battu campagne de bout en bout pour solliciter la faveur du peuple congolais. Et peuple congolais, c'est le meilleur programme qui vous a été présenté. Et ces programmes rassurent l'avenir de ce pays. Et ces programmes rassurent sur l'amélioration des vies quotidiennes. Et ces programmes rassurent du développement de notre pays ainsi que la dignité du Congolais. Nous devons gagner notre dignité qui a été perdue pendant plusieurs années. Je considère ces propos comme votre conclusion. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour cette Merci Alain Boma. Merci Guilain avec moi. Kabalondi. Et c'en est fini pour ces dossiers de la rédaction du jour. On se retrouve très prochainement.